L'examen du fond d'œil de la maladie de Stargardt est très important pour aller identifier ce qui sont les signes les plus précoces de la maladie. Un aspect maculaire, un vermillon et la présence de flex au niveau de la moyenne périphérie sont assez typiques. Les flex peuvent aussi être absentes, du coup il ne faut pas exclure une maladie de Stargardt juste pour l'absence de flex. Aller aussi à vérifier la présence d'ostéoblastes, vaisseaux grêles et une papille pâle sont très importants dans le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies comme la rétinopathie pigmentaire. L'imagerie rétinienne multimodale a permis de mieux caractériser du point de vue phénotypique les patients Stargardt. Je parle surtout de ce qu'est l'autofluorescence bleue qui permet de voir toutes les anomalies maculaires, du coup l'anomalie atrophique au niveau de la macula, et aussi les flex, du coup les dépôts hyper autofluorescents. Aussi très important est l'OCT spectral domain qui permet d'analyser ce qu'est la réflectivité des couches rétiniens et aussi bien sûr l'interruption de l'ellipsoïde. Moins d'importance avec le temps a eu l'angiographie à la fluorescéine. La fameuse dark choroïde qu'on considérait comme diagnostic du Stargardt, on a vu dans les derniers papiers qu'en effet a une sensibilité de 62% environ. Du coup, on n'a pas envie d'injecter tous nos patients Stargardt pour confirmer un diagnostic. On peut le faire dans les patients où on a un doute, dans les patients où on suspecte une éventuelle complication néovasculaire, mais pas de façon systématique à tous nos patients. L'imagerie grand champ aussi commence à avoir une certaine importance. Un groupe américain a publié un papier en 2017 qui a montré, qui a classifié en fait le Stargardt au niveau de l'autofluorescence dans 3 catégories grâce au grand champ. Une catégorie 1 où avec juste des altérations maculaires, une catégorie 2 où on a une atrophie maculaire et des flex en moyenne périphérie, et une dernière catégorie où il y a une atrophie maculaire et périphérique. Du coup, plus on avance en fait avec les anomalies en autofluorescence, plus la maladie sera grave. Et aussi, on a retrouvé au niveau de l'extrême périphérie certaines altérations qui ressemblent un peu, qui peuvent imiter un peu les hypertrophies congénitales de l'épithélium pigmentaire. Et là aussi, avec une corrélation phénotype-génotype, on a vu que c'est plutôt caractéristique de patients avec des formes plus sévères. Pour ce qui concerne le prognostic, c'est pas l'imagerie multimodale, mais c'est l'électrophysiologie qui nous donnera la réponse. Attention, il ne faut pas oublier que pas toute atrophie maculaire est une maladie Stargardt, pas tout dépôt hyper autofluorescent sont des flex. Du coup, attention toujours au diagnostic différentiel.